je vais parler des différents examens voilà, qu'on utilise dans notre unité, dans notre service d'immunologie, CHU de Bnimsus, Alger. En fait, on est un service d'immunologie qui est divisé en différentes unités. Alors là où il y a une unité qui est dédiée uniquement au déficit immunitaire. On va voir ensemble les différents examens qu'on utilise dans notre unité. Alors pour commencer, on va commencer par une petite introduction sur les déficits immunitaires de façon générale. Alors, les déficits immunitaires héréditaires ou bien les DIP, les DIP, voilà, ce sont des pathologies rares, un cas sur 500 naissances et environ plus de 300 déficits bien caractérisés sur le plan génétique et phénotypique, environ de plus exactement 350 jusqu'à présent, l'année de 2018-2019. La diversité de l'atteinte génétique, elle implique un phénotype variable, c'est tout à fait normal. C'est en fonction de l'anomalie moléculaire, ça donne un phénotype clinique et immunologique bien précis. Les symptômes, ils peuvent apparaître dès la première année de vie, voire même les premiers mois, et ils peuvent aller jusqu'à tardivement, jusqu'à l'âge adulte. Ceci dit qu'on doit évoquer un déficit immunitaire même chez l'adulte, c'est-à-dire voilà. Le diagnostic précoce est primordial. Pourquoi? Parce qu'il faut instaurer rapidement une antibiothérapie prophylactique rapidement. Pourquoi? Pour éviter toutes les complications qui surviennent après au cours du déficit immunitaire. Et également donner un traitement substitutif s'il y a un traitement substitutif comme les immunoglobulines, le GM-CSF, etc., ou bien la thérapie génique comme la dapivirine. Il y a également la greffe de la cellule souche, quoique en Algérie, ça reste un grand point d'interrogation, et un conseil génétique. Bon, quand on dit conseil génétique, ce n'est pas d'aller demander aux parents d'arrêter de faire des grossesses, mais de les programmer, bien sûr, et de faire un diagnostic prénatal. Et de la thérapie génique, avec un point d'exclamation, donc c'est valable pour certains déficits et pas pour les autres. Alors, pour l'exploration des déficits immunitaires, dans notre unité, on a une fiche de renseignement que les médecins et les pédiatres avec qui on travaille. C'est une fiche qui commence avec le nom, prénom, etc., et la vaccination, la consanguinité, les signes cliniques, les examens biologiques qui ont été réalisés, tout ça, il se met dans la fiche de renseignement. Et puis, quand le malade il est hospitalisé et c'est un nourrisson, il est hospitalisé, c'est impossible de le déplacer, donc il nous envoie la fiche de renseignement avec les prélèvements, ou bien quand ce n'est pas quelque chose d'urgent, donc on reçoit directement l'enfant ou bien le patient chez nous, on le prélève avec la fiche de renseignement. C'est à partir de là qu'on commence, on a les prélèvements, on a la fiche de renseignement, et là on recherche les signes d'alerte, pas de clinique, signes d'alerte comme la consanguinité, comme on va voir quelques signes. Les signes d'abord non cliniques, comme les décès en bas âge, les antécédents familiaux de déficit immunitaire. Quand il y a un déficit immunitaire qui est connu dans la famille, c'est quand un frère ou une sœur qui commence à faire une symptomatologie, ça ne sert à rien d'aller chercher un autre déficit, c'est le même déficit. Donc, voilà. S'il y a des déficits en bas âge également, voilà, des décès inexpliqués en bas âge ou bien dans la fratrie, la notion de consanguinité, c'est très important, surtout nous, les pays maghrébins, là où il y a beaucoup de consanguinité. Pour les signes cliniques, je vais survoler rapidement pour aller directement vers les tests. Donc, les signes cliniques, les infections récurrente des voies respiratoires hautes et basses, et également, donc, on peut voir s'il y a une récurrence des otites moyennes aiguës, ou bien une persistance des otites moyennes aiguës, et des pneumopathies, des sinusites, tout ça, c'est pas normal. C'est-à-dire surtout s'il y a une récurrence de... Et des infections bactériennes sévères, quelqu'un qui fait un choc septique, quelqu'un qui fait des méningites à répétition, surtout des méningites à germes encapsulés, tout ça, c'est pas normal. Donc il faut aller explorer un déficit immunitaire. Et des infections bactériennes ou fongiques récurrentes, et qu'elles soient tissulaires, cutanées, invasives, etc. Des infections inhabituelles. Par exemple, on fait le vaccin le BCG, il fait une BCG. Là, son système immunitaire, il ne fonctionne pas, il faut aller chercher le problème où est-ce qu'il est.
la cassure ou bien le retard de staturopondéral, c'est-à-dire la cassure de la courbe staturopondérale, elle survient généralement suite à des infections à répétition, une déshydratation, et là, ça donne des, comment dirais-je, retard staturopondéral. Des manifestations, en plus des infections, il y a des déficits immunitaires qui s'accompagnent, en plus des infections, même des manifestations auto-immunes et des manifestations lymphoprolifératives. On va en citer quelques-unes, surtout chez les déficits immunitaires, beaucoup plus des cytopénies auto-immunes, anémie, thrombopénie, neutropénie auto-immune, et des glomérulonéphrites, des arthrites, vitiligo, et les lymphoproliférations comme l'hépatomégalie, splénomégalie, etc. Ou bien un lupus qui survient chez un enfant, c'est pas normal. Donc il faut aller chercher, généralement c'est des déficits en complément qui s'accompagnent voilà, de lupus, lupus précoce, et des lymphomes, des thymomes, ou bien des cancers épithéliaux, etc. D'autres signes, voilà, autres que les manifestations infectieuses, auto-immunes et lymphoprolifératives, il y a certains signes il faut toujours rechercher un déficit immunitaire comme l'albinisme, l'eczéma, les anomalies cutanées des ongles, des anomalies des ongles, cutanées et des ongles, des télangiectasies, retard de chute du cordon ombilical. Il y a également des atteintes neurologiques, des ataxies, retard mental, des télangiectasies, des microcéphalies, etc. Il y a des cardiopathies, des convulsions avec une hypocalcémie. Voilà. Donc, pour commencer les examens, qu'est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on fait c'est-à-dire les examens de première intention. Alors, pour les examens de première intention, on commence, c'est toujours par un hémogramme, plus ou moins un frottis, et un dosage pondéral des immunoglobulines. Qu'est-ce qu'on recherche au niveau de l'hémogramme? On peut avoir des neutropénies, c'est-à-dire si on retrouve le taux de neutrophile qui est inférieur à 500, c'est clair que la manifestation infectieuse est due à la neutropénie. Reste à savoir, est-ce que c'est congénital sévère ou bien c'est la moelle qui ne fonctionne pas. Une neutropénie chronique entre 500 et 1500, en éliminant bien sûr les auto-anticorps antineurophiles, et c'est-à-dire ça conduit vers une neutropénie congénitale. Ou bien une anémie, une thrombopénie, généralement qui sont des complications des déficits immunitaires cellulaires. Et le corps de Joly, Joly et des microplaquettes, microthrombocytes. Les corps de Joly, généralement, c'est des restes des noyaux pycnotiques suite à une asplénie congénitale, ou bien un hyposplénisme, ou bien une splénectomie. Des plaquettes, des microplaquettes, voilà, j'ai un qui oriente des microplaquettes, une thrombopénie avec des microplaquettes, c'est très facile de voir les microplaquettes à partir d'une formule, il suffit de voir le volume plaquettaire moyen, ou bien aller directement faire un frottis, évoquant respectivement la splénie et le viscote Aldrich ou bien la thrombopénie liée à X. Il y a également la lymphopénie. Là, quand il y a une lymphopénie sévère, c'est clair qu'on est devant un SCID. C'est une lymphopénie modérée, c'est en fonction de l'âge, bien sûr. Et il faut aller vers un déficit. Donc, ça montre qu'il y a un déficit combiné sous-jacent. Un dosage pondéral des immunoglobulines. Et alors, les dosages pondérales des immunoglobulines, ils sont ininterprétables avant 4 mois. C'est-à-dire que le patient, ils sont toujours sous immunoglobulines, sous IgG maternelle, quoique on peut juger sur les IgA et les IgM. Mais s'il y a un déficit immunitaire humoral, il ne peut pas survenir avant 3-4 mois. Donc, généralement, c'est à partir du 7e, 8e mois où ça commence les problèmes. Chez l'adulte, on peut réaliser une électrophorèse. S'il y a une hypogamma, on passe vers le dosage pondéral des immunoglobulines. Sinon, ce n'est pas la peine de faire un dosage directement des immunoglobulines. Et les sous-classes, généralement, ils sont demandés en deuxième intention. On ne les dose jamais en première intention. C'est-à-dire, il y a des infections qui persistent, il n'y a rien, on a cherché, on n'a pas trouvé, donc il faut aller vers les sous-classes, probablement, elle est là. Surtout, il y a certaines infections à germes encapsulés, par exemple. Voilà le dosage, donc, l'hémogramme plus le dosage pondéral, il permet juste l'appréciation de façon quantitative, c'est-à-dire ce n'est pas sur le plan spécifique. Donc, c'est indépendamment de leur spécificité. Pour
pour aller vers la spécificité, donc il faut aller faire les sérologies post-vaccinales et les sérologies post-infectieuses. Alors, pour résumer, voici voilà, l'hémogramme. Voilà l'hémogramme avec les différences que je viens de dire, la neutropénie, on recherche le corps de Joly, anémie thrombopénie, microplaquettes qui orientent vers le viscotal riche et une lymphopénie isolée. Tout ça, il faut aller vers un immunophénotypage lymphocytaire, les surpopulations lymphocytaires. Et un dosage pondéral, soit une agamma totale ou bien une hypogamma, ou bien chez l'adulte, une électrophorase chez l'adulte qui donne une hypogamma. Il faut aller aussi vers l'immunophénotypage pour voir quel type de déficit immunitaire. Les examens de deuxième intention. Après avoir fait les examens biologiques de routine, on passe aux examens un peu plus spécialisés. Alors, en fonction de ce qu'on a trouvé, regardez, l'anamnèse, c'est-à-dire la clinique et l'anamnèse, etc., plus les résultats de la première intention, on vérifie. Les investigations de deuxième intention sont en fonction de DIP suspectés. Comment? C'est-à-dire lymphopénie, agamma, hypogamma, etc. Là, il faut aller vers l'immunophénotypage. Absence, les examens de première intention, ils sont normaux. Là, il faut compléter en fonction du déficit immunitaire suspecté. N'allez pas gaspiller un TB1K, un immunophénotypage lymphocytaire, alors que vous savez à l'avance que vous n'allez rien trouver. Alors, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit par mes prédécesseurs orateurs de tout à l'heure, M. Claude Lambert. Donc, voilà l'immunophénotypage lymphocytaire qui est interprété en fonction de l'âge, surtout chez l'enfant. Chez l'adulte, il est relativement stable. Par contre, chez l'enfant, c'est interprété d'abord en valeur absolue et en fonction des tranches d'âge. Les différents cas de figure qu'on peut rencontrer dans l'immunophénotypage, on a l'absence totale. Quand je dis absence totale, c'est absence totale environ de maximum 100 éléments, 50. On est devant un SCID, une absence des lymphocytes T, c'est un SCID. Reste à savoir quel type de SCID. Est-ce que c'est un T-, B+, 1K-, etc. C'est-à-dire, on vérifie l'absence ou la présence des B et des 1K. On prend un petit exemple. Ça, on vérifie ça, c'est le CD19, absence des lymphocytes B. Et le CD3, c'est l'absence totale des lymphocytes T. Donc, il nous reste, c'est des lymphocytes 1K. Bon, je n'ai pas voulu encombrer un petit peu la diapo. Donc, c'est des lymphocytes. Le patient, il n'a que des lymphocytes 1K. C'est-à-dire, c'est clair, si c'est un SCID T-, B+, 1K-. On va voir, est-ce que c'est un JAK3 ou bien c'est la chaîne gamma commune. Là, on complète. Voilà, le patient, on complète avec le CD132, c'est-à-dire la chaîne gamma commune. C'est l'absence totale chez l'enfant. Il s'agit parce que c'est un garçon. C'est le SCID lié à X. Et le témoin qui exprime correctement. Un autre SCID, l'absence des lymphocytes T, mais par contre, cette fois-ci, il a des lymphocytes 1K et des lymphocytes B. Donc, généralement, la mutation la plus fréquente, c'est la chaîne alpha du récepteur à l'IL7. Voilà, on voit là, ça c'est le CD127, absence totale, contrairement à un témoin qui l'exprime correctement. Alors, deux situations qui nous posent un petit souci, c'est-à-dire où on retrouve des lymphocytes circulants, surtout avec des décès en bas âge et une clinique très sévère. Et là, on a deux situations comme le SCID avec une réaction GVH ou bien un syndrome d'Omen. C'est-à-dire, dans ces situations, c'est quoi le SCID avec une GVH? C'est-à-dire, c'est le passage des lymphocytes T maternels vers le bébé. Donc, il faut apporter la preuve que ce ne sont pas ces lymphocytes. Et comment? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines diapos. S'il y a une grande similitude entre le SCID avec une réaction GVH et le syndrome d'Omen, quoique, pour faire la distinction, on rajoute un examen pour faire la distinction entre un Omen et une réaction GVH. Bien. Donc, pour faire la part des choses, on complète après le TB1K avec un autre examen, c'est la recherche des lymphocytes T mémoire et des lymphocytes mémoire effecteurs. Tout ça a été expliqué tout à l'heure par M. Claude Lambert. Donc, on rajoute le CD45RA et le RO, qui nous permettent de distinguer les naïfs et les mémoires. On rajoute ce marqueur, voilà, qui reflète exactement les TREC, c'est-à-dire que la production thymique. D'ailleurs,
on les appelle les RTE, Recent Thymic Immigrants, c'est-à-dire les lymphocytes T, les thymocytes qui viennent de sortir juste du thymus. On rajoute également... Vous avez encore 3 minutes. J'essaie d'accélérer un petit peu, quoique il reste beaucoup de... Alors, donc on vérifie d'abord que les lymphocytes T, ils sont tous activés, c'est-à-dire le HLA-DR, il est exprimé sur les lymphocytes CD4 et les lymphocytes T de façon générale. Et on vérifie, voilà, le CD45, absence totale des lymphocytes naïfs, ils sont tous mémoire activés, voilà. Et les RTE, ils sont là, qui sont totalement absents, c'est-à-dire ce ne sont pas ses propres lymphocytes. Pour le syndrome d'Omen, on rajoute... On vérifie, on fait un clonogramme, la vérification du TCR, la chaîne V-bêta du TCR. Et là, on va voir les résultats. C'est-à-dire chez le patient, c'est l'absence pratiquement, il répond à un seul anticorps ou deux, contrairement aux malades qui expriment correctement le. Je passe alors là à notre cas de figure, c'est l'absence des lymphocytes B. L'absence des lymphocytes B, absence des immunoglobulines, avec un taux normal des lymphocytes NK et des lymphocytes T. C'est clair, on est devant une agammaglobulinémie congénitale. Reste à savoir, est-ce que autosomique récessive ou bien liée à X? Là, c'est les lymphocytes B qui sont absents. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, la BTK qui... Il faut rechercher, compléter, si c'est un garçon, compléter avec la BTK. Si c'est autosomique récessif, on va vers la moelle. On cherche dans la moelle. Voici la BTK. Chez un enfant malade, absence totale, pratiquement une petite expression, voire même peut-être c'est un signe c'est une fixation non spécifique. Et la maman qui exprime une petite quantité de la BTK monocytaire, et contrairement aux malades qui expriment correctement la BTK. Par contre, dans le cas des autosomiques récessifs, on va vers la moelle. On recherche, on retrouve les lymphocytes B qui sont bloqués en stade pro-B et complétés avec les différents marqueurs, la chaîne MU, etc. Ça permet même d'orienter l'étude génétique au lieu de lancer toute l'œuvre. Alors, en cas de lymphopénie TCD4, là on sort d'un autre cas de figure. En cas de lymphopénie TCD4 avec des diarrhées, etc., là il faut penser peut-être d'abord à un HIV, bien sûr, et un HLA-DR. Et en cas de lymphopénie TCD8, de lymphocytes NK et ou des lymphocytes NK, il faut rechercher l'expression des molécules de HLA de classe 1 et le ZAP70, quoique la clinique elle est complètement différente. Dans le cas du ZAP70, quand on complète avec les naïfs et les mémoires, regardez qu'est-ce qu'on retrouve. Les lymphocytes T, ils sont totalement naïfs, c'est-à-dire ils ne s'activent pas du tout. Et là, on complète avec les tests de prolifération. Là, on utilise chez nous le CFSE, c'est-à-dire on n'a pas la timidintricia qui reste le gold standard, on utilise le CFSE. Et voilà, on va voir, après la prolifération fonction, c'est-à-dire en présence d'un témoin, l'apparition des populations phi, contrairement aux sujets malades. Les lymphocytes B normales ou diminués, associés ou non à un déficit de certains isotypes d'immunoglobulines. Là, on est soit un syndrome des périgéum, soit un DICV, etc. On va voir. Regardez, là, il faut compléter avec un phénotypage lymphocytaire B complet. Là, je ne vais pas redire ce qui a été dit par M. Lambert. Donc, on recherche les B-mémoires switchés, les non-switchés, les plasmablastes, les transitionnels, les CD21 low, etc. Et regardez, là, c'est le syndrome des périgéum. On fait le CD40 et le CD40 ligand. Le CD40 ligand, regardez, après activation avec le PMA en présence d'une source de calcium, c'est le calcium ionophore ou bien l'ionomycine. Après 4 heures, on vérifie. Voilà. C'est le CD40 et n'est pas exprimé chez notre malade, contrairement à un témoin. C'est des tests généralement à lancer avec un témoin. Jamais lancer ce genre de test seul. Alors, ça, je ne vais pas répéter tout ça, du moment que je suis un peu en retard. Donc, je passe rapidement. Il ne reste pas beaucoup de diapos. Alors, en l'absence d'anomalie de TB1K, on a fait la formule, gamme, il n'y a rien du tout. En l'absence d'anomalie dans le TB1K, là, il faut interpréter, c'est-à-dire il faut compléter en fonction de la suspicion, en fonction de déficit immunitaire suspecté. Compléter avec le HLA-DR, regardez, ça a été dit tout à l'heure par notre collègue. Là, chez la maman, par contre, elle présente un petit pic. Ça, c'est un malade qui est lié à X, c'est la CGD chez les garçons. Absence totale
Voilà, voici un témoin. Généralement, dans le DHR, le PMA, ça suffit largement à lui seul. Ce n'est pas la peine de faire le peptide FMLP, etc., parce qu'il sert dans certaines situations seulement. Et en cas de retard de chute de cordon ombilical et des infections cutanées, on complète avec le CD15 et le CD18, et éventuellement avec le CD11, etc. Dans le cas d'une susceptibilité, un patient qui fait beaucoup d'infections à mycobactéries, la susceptibilité mendélienne aux mycobactéries, là, il faut aller vers le récepteur à l'interféron gamma et le récepteur à l'IL-12. Et le test de dégranulation en cas de suspicion, en cas d'anomalie de dysrégulation du système immunitaire, comme la lymphohistiocytose, il faut aller, on fait le test de dégranulation avec le CD107A. Et on recherche également la perforine, voilà pour la lymphohistiocytose familiale de type 2. Et on quantifie également, on fait la numération des zinc KT et le test de dégranulation, ça c'est dans les anomalies de dysrégulation immunitaire. Il y a également, ça a été dit tout à l'heure par M. Lambert, c'est les doubles négatifs dans le cas de LPS. Et l'IPEX en recherche, ça a été dit également, c'est les TEREG. Là, en fonction des équipes, ils utilisent une combinaison d'anticorps, chacun la combinaison qu'ils utilisent, avec ou sans 127. Et voilà, en cas d'infection sévère, surtout à germes encapsulés, il nous reste 2 à 3 diapos maximum et c'est très intéressant. Voulez-vous conclure? Non, je termine dans 2 petits diapos maximum. Alors, c'est le dosage du complément. On utilise soit la néphilimétrie ou bien l'immunodiffusion radiale. Voilà la P50 de la même façon. Je termine par la recherche de la protéine WASP dans le cas de suspicion de viscotal riche ou bien du thrombopénilia X. Je conclus. Alors, les signes d'alerte associés aux examens biologiques simples permettent une orientation diagnostique d'un déficit immunitaire et ainsi les études génétiques. Un diagnostic précoce permet une prise en charge du patient et un conseil génétique. Et le diagnostic d'un déficit immunitaire avant tout reste clinique. Même si on ne retrouve rien au niveau de la biologie, sur le plan immunologique, mais le patient s'il va mal, donc s'il y a quelque chose. Le suivi des patients devra évaluer le retentissement du DIP, voilà, en recherchant les manifestations auto-immunes, lymphoprolifératives, etc. C'est les complications et je vous remercie pour votre attention. Je m'excuse pour cela.